Dans le bas, c'est la vallée de la Saône. Ensuite, il y a un vignoble qui est le Revermont. Ensuite, un premier plateau où il y a polyculture et élevage. Un deuxième plateau où ça devient de l'élevage avec la montagne qui retombe sur la Suisse. Donc, on a une diversité paysagère et une pédologie particulière. La production traditionnelle, bon, j'espère que vous la connaissez toutes et vous en consommez régulièrement, c'est le comté. Le comté a déjà une immense qualité, c'est que dans les années 70, lorsque l'intensification s'est développée partout en France avec la culture du maïs et l'ensilage de maïs pour nourrir le bétail, eh bien, les agronomes et les éleveurs ont essayé de faire du lait avec du lait de vache nourrie à l'ensilage de maïs. Eh bien non, le comté a refusé de se faire avec ce type de lait. Bon, peut-être que les progrès de l'industrie auraient entre-temps résolu le problème, mais donc le cahier des charges du lait à comté a donc interdit les ensilages de maïs comme nourriture de base des vaches produisant du lait pour le lait à comté. Grâce à cela, nous avons donc une qualité environnementale qui a été relativement préservée, car vous voyez toutes les régions où les cultures de maïs ont été fortement développées en matière de biodiversité, en matière de ressources en eau, des questions se posent. La ville de Lons, donc en 1989, confrontée comme toutes les régions à une certaine évolution qualitative, en particulier de l'eau. Eh bien, donc ça m'amène à présenter l'équipe municipale. Bon, j'ai été pendant longtemps l'adjoint d'un monsieur qui est assez connu, le député maire Jacques Pélissard, qui a été président de l'Association des maires de France pendant 9 ans. Il vient d'arrêter son mandat fin 2014. Et grâce à cette concertation, cette coopération de personnes ayant une expérience et une compétence. Le département du Jura, qui, entre parenthèses, a été aussi pilote grâce à cette coopération en matière de déchets pendant des années, dès 1989, impulsé une dynamique de protection de la qualité de l'eau. Beaucoup de collectivités, enfin toutes les collectivités, ont la responsabilité de la qualité de l'eau qui est distribuée. Le maire est entre autres responsable de la qualité de l'eau. Et donc, il a été utilisé le fait aussi que chaque grande collectivité en général a une restauration municipale pour alimenter les écoles, pour alimenter les personnes âgées en distribution à domicile. Maintenant, nous alimentons aussi, les cuisines se sont mutualisées avec l'hôpital. Le conseil général aussi est fourni par notre restauration collective depuis 3 ans. On aboutit donc à 1 700 000 repas à l'année, c'est de l'ordre de 5 000 à 7 000 repas à jour. Il y a un self où la population, en particulier dans la zone industrielle, vient se restaurer. Nous sommes donc maintenant, grâce à la conjonction de la volonté politique, à la capacité, la connaissance de la faisabilité, mais aussi et surtout, c'est parce que ça repose sur les acteurs de terrain que sont les agriculteurs, les producteurs céréaliers, les producteurs en vache montbéliarde, qui pour la grande part font du lait à comté, donc du comté. Ça repose, tout n'est possible que grâce à ces agriculteurs, à ces acteurs de terrain. Alors le GAEC incorruptiblement vert est en effet l'une des exploitations où la dynamique est forte, et irréductiblement volontariste. Bon, pour ne pas le nommer, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Francis Charrière. Je vous conseille de prendre contact avec lui si vous avez besoin d'expédition de comté, parce qu'il a structuré toute la filière, toute une part de la filière de distribution du comté bio, en plus de la structuration pour laquelle il y a eu le bénéfice d'un premier prix par l'agence de l'eau, n'est-ce pas ? Grâce à l'approvisionnement, l'organisation des producteurs sur place pour fournir la restauration municipale.
En 2005, c'était quelques vaches avec quelques producteurs, mais autour de Francis Charrière, une quarantaine de producteurs qui étaient déjà en production de lait à Comté se sont organisés. Antérieurement, la viande de bœuf, les bêtes de réforme, après leur sage période de production de lait, partait en général chez des engraisseurs qui alimentaient la viande classique, ordinaire ou industrielle. Pour fournir la restauration municipale, eh bien, les agriculteurs se sont donc organisés, ont créé une charte entre eux, n'ont pas créé de structure commerciale supplémentaire pour ne pas alourdir, mais maintenant c'est plus de 300 bêtes élevées par les producteurs laitiers dans la région qui fournissent. Donc, au lieu d'avoir recours à une viande plus lointaine, la restauration municipale s'approvisionne maintenant totalement en bio pour le bœuf à partir d'une production locale. C'était relativement facile puisqu'il y avait déjà des producteurs. Par rapport à des filières, on verra, qui sont à reconstituer. À Lons-le-Saunier comme ailleurs, il y avait des parts de la production alimentaire qui n'étaient plus produites dans le secteur. Donc, c'était la deuxième filière qui a été instaurée en 2005. La première correspondait à la volonté de la ville de reconquérir la qualité de l'eau. Vous savez que le Code des marchés a des contraintes. On ne peut pas privilégier du local comme cela. On ne pouvait pas à l'époque privilégier du bio. Grâce à Jacques Pélissard, il y a eu d'ailleurs une évolution de la réglementation concernant les codes des marchés, introduisant une possibilité pour du bio de provisionner les restaurations collectives. Mais un exemple, pour la viande de bœuf, lorsque le restaurant municipal demande d'avoir du bio et du bio local, eh bien, le Code des marchés, normalement, interdisait ces deux critères. L'idée, il faudra donc se rapprocher de notre directeur du restaurant municipal si vous avez des aspects contraintes par rapport au Code des marchés, il est génial. Eh bien, l'idée a été, parce que ce n'était pas prévu dans le Code des marchés, de demander aux fournisseurs de livrer une bête vivante à l'abattoir régulièrement chaque semaine. Et il était évident que par rapport à ce critère-là, les producteurs locaux étaient particulièrement bien placés pour répondre à cette clause. Donc vous voyez un exemple de l'obligation, lorsqu'il y a des projets, il est constamment nécessaire de faire preuve d'imagination pour ne pas se laisser bloquer par des aspects réglementaires artificiels. Donc on nous dit, bon, il y a eu la filière blé, farine, pain. Donc pour le pain, c'est un petit peu la même chose. On a lancé sur le marché, pouvez-vous nous fournir en pain, à condition que votre circuit d'approvisionnement permette à des agriculteurs de cultiver en bio sur les périmètres de captage, car nous voulons absolument protéger nos périmètres de captage. Je ne vais pas développer la question, parce que ça va déborder, mais en 1990, nous avons passé des conventions avec les agriculteurs pour supprimer le maïs, pour réduire les intrants, mais ce n'était pas encore de l'agriculture biologique sur les périmètres de captage. En 2000, il y avait déjà eu un premier bénéfice, c'est-à-dire que les pics de nitrates et de pesticides, pour les nitrates, ont monté à des pics de 40 mg. Bon, bien, vous allez dire que ça ne dépasse pas les 50 mg, donc tout va pour le mieux. Eh bien non, nous Jurassiens, nous n'étions pas satisfaits. Nous voulions, parce qu'en 1960, l'eau livrée à Lons-le-Saunier à partir de ces captages avait une composition de nitrate de l'ordre du milligramme, ou des traces de nitrate. En 1989, on était avec des pics de 40 avec une moyenne de 25 mg.
Donc absolument pas satisfaisant. Nous voulions absolument reconquérir. Donc la filière blé, farine, pain, avec des productions de blé sur les périmètres de captage, faisait partie des objectifs. Les agriculteurs qui étaient sur le secteur nous disaient bon, on n'est pas les seuls, hein, c'est comme partout. Vous avez été tous confrontés à cette question-là. On n'est pas les seuls à utiliser des nitrates, vous, collectivités, avec vos stations d'épuration. Bon, on a dit c'est vrai. Mais par contre, vous êtes quand même les plus proches de nos captages. Bon, donc on vous indemnise pour évoluer. Ils ont accepté des indemnisations pendant 10-15 ans. En effet, ils ont réduit les intrants et on a eu un premier bénéfice, c'est que les pics de nitrates ont disparu. Bien entendu, comme tout ce qui était épandu de manière la plus proche ne l'était plus aux doses antérieures, les pics qui en étaient responsables ont disparu. Donc on s'est retrouvé avec une eau qui avait encore une moyenne qui diminuait légèrement de 25 mg, mais on avait déjà plus ces pics. Cette pollution qui passait à travers les analyses souvent d'ailleurs, parce qu'on n'analyse pas en constant hein, une eau d'approvisionnement, mais c'est simplement des analyses ponctuelles qui sont faites, donc qui passent entre les gouttes éventuellement, des choses que l'on ne connaît pas toujours. C'était le premier bon résultat. C'était pas suffisant, on voulait absolument reconquérir davantage de qualité et on a proposé aux agriculteurs l'instauration de la filière blé-farine-pain. Et depuis, grâce à cela, on avoisine maintenant moins de 20 mg de nitrate. Donc vous voyez qu'il y a une possibilité pour les collectivités de reconquête de la qualité, de diminution de l'eau. Il y a d'autres exemples. Munich, par exemple, qui nous est cher, a bien fait la démonstration qu'on pouvait reconquérir. Filière blé, farine, pain, filière bœuf. Les yaourts ensuite avec l'École nationale d'industrie laitière ont pu être fabriqués. À cette occasion, un aspect sur les prix, puisque nous avons fait toute cette évolution sans augmenter les prix des repas. Il y a eu, pour lancer à chaque fois la filière, une majoration des prix payés, mais qui s'est lissé. Vous avez eu des exemples hein, avec Langouette et puis dans d'autres communes où l'investissement initial ne s'avère pas à terme une majoration. Et c'est ce qui s'est confirmé aussi à Lons-le-Saunier. Nous avions payé le prix bio pour le blé aux producteurs. Eh bien, le pain sur la table, après toute l'organisation de la filière courte, puisque le meunier est à 20 ou 30 km et qui moule blé, le boulanger est à 100 mètres de notre restaurant municipal, eh bien, lorsque tout s'est bien structuré, on s'aperçoit que lorsqu'on lance l'appel d'offres, eh bien, du bio local n'est pas plus cher. À terme, quand tout s'est bien organisé, n'est pas obligatoirement plus cher que le reste. Et puis, autre bénéfice sont les externalités. Hein. On parle de tout ce que l'on retrouve dans les poubelles. Et à partir du moment où, dans les écoles, le pain était bio, eh bien, on a trouvé moins de pain à la poubelle. Actuellement, dans la restauration de nos écoles, vous avez parlé en pourcentage, Monsieur Latz, tout à l'heure, moi j'avais des chiffres en grammage, je crois qu'on est à moins de 40 grammes par repas comme perte de repas. Et je crois que si j'ai bien entendu parler d'une moyenne nationale, on serait dans les 200 mg. Bon, moi je suis toujours fâché avec les chiffres, mais je garde les masses, approximativement. Or, actuellement, nous distribuons l'hôpital et l'hôpital est encore dans les 200-300 mg de déchets. C'est pas admissible et notre directeur actuellement étudie la question parce que c'est non pas la qualité, puisqu'on a la preuve par ailleurs, mais c'est au niveau des méthodes de distribution des repas. Les plats sont froids, ne sont pas adaptés à la demande. Enfin bref, il y a tout un travail à faire aussi à ce niveau-là. Alors, la dernière filière sur laquelle nous travaillons énormément, et nous avons ici un représentant qui était notre chef de... enfin, je ne sais plus comment on l'appelle, le maître d'ouvrage, non, le maître d'œuvre, Monsieur Motouchet, nous avons construit une légumerie. La filière, dans beaucoup de régions du Nord, enfin de l'Est, la filière maraîchage a disparu.
Et c'est beaucoup plus difficile que pour les autres filières, parce qu'on n'a plus véritablement simplement à faire du bio. Il faut déjà repartir sur une production, et en plus bio. Alors c'est plus facile qu'elle soit bio quand elle redémarre, mais par contre il faut déjà restructurer. Nous avons donc avec des jeunes qui souhaitaient s'installer, favoriser cette implantation, et nous avons créé donc encore une deuxième filière un petit peu favorisée, c'est-à-dire que lorsque des maraîchers s'installent ou que des agriculteurs font une diversification vers une production de maraîchage, telle que des pommes de terre, des carottes, eh bien, nous assurons pendant un temps l'écoulement. Nous définissons un prix qui permet à l'exploitation d'avoir une certitude d'écoulement, avec donc un marché déjà lui assurant une part de la nécessité pour fiabiliser économiquement son exploitation. Donc nous sommes actuellement sur ce travail. La construction vient de se réaliser. La légumerie pour la transformation des légumes bruts est en début de fonctionnement. Nous espérons, grâce à cet outil, maintenant pouvoir fournir d'autres collectivités, d'autres collèges, lycées ou collectivités en production qui auront été préparées par la restauration municipale en permettant aux différentes gammes, selon le degré de préparation, de satisfaire la demande de ces collèges et autres collectivités. Alors, je ne vais pas finir sans relater la difficulté que nous voyons tous. C'est finalement, au niveau de la profession agricole, les conséquences de l'insuffisance de formation en matière de capacité à produire en bio de tous les jeunes qui s'installent maintenant en agriculture biologique, enfin en agriculture, qu'ils succèdent à leurs parents ou qu'ils s'installent de manière brute. Et c'est ça l'énorme difficulté. Avec M. Barnier, il en avait été question, il a déjà donné une impulsion en son temps en faveur de l'enseignement de l'agriculture, des techniques de l'agriculture bio, mais malheureusement, c'est l'énorme difficulté sur laquelle nous butons actuellement. Bon, moi je pense que je vais peut-être utiliser le temps qui était imparti. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez répondre aux questions tout à l'heure. Voilà, je pense qu'elles sont nombreuses. En tout cas, bravo. Voilà, donc on va intervenir cet après-midi, ma collègue et moi. Donc je suis Michel Girard, je suis ingénieur en restauration à l'hôpital du Mans. La fonction restauration, c'est important, ça va de l'achat de l'alimentation, de l'organisation, jusque dans les unités de soins, c'est-à-dire au service de l'hôtellerie et du repas dans les différents services, il y en a 70. Toute la fonction restauration, c'est autant l'investissement que la formation et l'ensemble du suivi du marché public et l'organisation de la fonction restauration de l'hôpital. Moi, je vais juste appuyer là, je crois. Je voulais, avant d'arriver au bio et au circuit court achat local, puisque je vous ai fait une présentation assez globale, je crois que c'est intéressant d'avoir quelques chiffres sur la restauration collective au sens général. Vous voyez bien que sur la restauration sociale, sur 3 milliards de repas, 36% correspond à la restauration santé sociale, donc c'est une part importante au niveau national. Et c'est intéressant de savoir qu'il existe en France plus de 72 000 lieux de restauration collective. Ce sont des chiffres qui ont été tirés de sources de Restauco, donc des indicateurs intéressants sur la répartition de la restauration sociale, au travail, scolaire et des autres collectivités. Donc on voit bien que 15% aussi des personnes, des jeunes, au moins une fois par semaine au restaurant d'entreprise ou dans une collectivité. Donc la restauration collective est une part importante au niveau national. Donc c'est intéressant aussi d'avoir, pour arriver à la partie achat, il faut bien définir, quand on est aussi sur cette fonction, quelles sont les grandes missions d'un service de restauration. Donc bien sûr les besoins physiologiques, satisfaire des patients vers la commande, des résidents, des convives de restaurant. On s'engage dans des projets ou des démarches qualité.
Et puis on veille quand même au niveau du goût, de l'aspect, la saveur, et les aspects nutritionnels, tout en assurant la sécurité alimentaire, puisqu'on peut quand même appliquer aussi la réglementation sur les règles d'hygiène pour l'ensemble des consommateurs. C'est intéressant de connaître aussi ses clients à l'hôpital. Et à l'hôpital, on doit prendre en compte un certain nombre de... C'est très diversifié, on voit bien qu'on a des gens de tout âge, ça va de la maternité et on va jusqu'à malheureusement les EHPAD avec la prise en charge de soins palliatifs et autres, donc et surtout dans ce domaine, beaucoup de besoins nutritionnels, des habitudes alimentaires, des régimes, jusqu'à 27 régimes différents. On prend en charge la dénutrition, puisque beaucoup de personnes âgées qui arrivent sont dénutries et arrivent dénutries à l'hôpital, donc il faut automatiquement leur donner l'alimentation plus enrichie, et c'est souvent aussi une complication par rapport à l'alimentation bio et autres. Il y a des objectifs qui parfois sont prioritaires. Et puis l'hôpital, c'est quand même un certain nombre de patients qui passent très peu de temps, donc jusqu'à 4 jours, donc la durée moyenne de séjour sur les services actifs. Et puis jusqu'à plus de 300 jours et plus pour des gens qui sont en EHPAD, en service d'hébergement ou en service de long-séjour. Et une restauration importante dans les hôpitaux, c'est celle de la restauration des personnels, puisque l'hôpital du Mans, c'est 1700 lits pour 4500 personnels. Donc il faut prendre aussi en compte cette difficulté que les patients à l'hôpital, on ne va pas faire la restauration des personnels, mais je crois qu'à l'hôpital, quand on y arrive, on n'a pas forcément d'appétit. On est fatigué, on a une perception du goût qui change avec malheureusement les médicaments, le goût, l'odeur, on a de l'anxiété bien sûr. Donc il faut à un moment donné apporter du plaisir, et apporter du plaisir à l'hôpital, c'est assez difficile quand malheureusement vous avez tous ces facteurs qui sont dans votre environnement. Lorsque vous êtes dans une chambre, déjà, est-ce que chez vous vous mangez à l'idée? Non, vous mangez à une table, donc c'est déjà aussi encore une problématique dans l'hôtellerie. C'est pour ça qu'il faut aussi redonner l'envie de manger et le plaisir de manger. Donc on travaille sur un ensemble d'objectifs culinaires, même voyez, sur des couvercles adaptés pour des gens qui malheureusement ont eu des problèmes carpiens, des opérations, des problèmes de préhension et autres. Il faut prendre en compte la réglementation, l'organisation et les contraintes économiques. Donc on départ toujours d'une commission de menu. Je pense qu'il faut d'abord mettre les professionnels autour de la table, chacun dans son expertise. Expertise de l'acheteur, le diététicien, le cuisinier, le magasinier, les gens qui ont une action sur l'achat ou sur la définition des menus doivent travailler ensemble dans le cadre de commission de menu. Ils doivent prendre en compte différents paramètres qui sont des paramètres réglementaires, puisque nous avons aussi le PNA, le Plan National pour l'Alimentation, et prendre en compte aussi le PNNS, qui est le Plan National Nutrition Santé. On doit automatiquement avoir un plan alimentaire, des équilibres nutritionnels, l'apport d'aliments et de plats saisonniers, prendre en compte un plan d'approvisionnement, et puis on a aussi l'aspect financier. Le coût achat alimentaire d'un établissement est à 2,30 au coût achat sur un repas, et on est à une demi-journée alimentaire à 5,50 € parce qu'on intègre l'ensemble des frais personnels et des frais fixes, c'est-à-dire les frais financiers s'il y a des investissements, les charges d'entretien, de maintenance, en tout cas sur l'achat alimentaire, 2,30 € par repas, pour 1 million de repas pour les patients et 400 000 pour les restants. Donc si les achats sont organisés, on démarre d'abord par la réglementation qui doit être respectée. Puis vous pensez bien que sur 1 500 000 repas, vu les valeurs, je ne peux pas forcément acheter comme je le souhaite. Donc je respecte une réglementation, c'est celle qui est la règle pour tout le monde, sur les règlements de consultation, les cahiers des clauses administratives. Une définition très importante à l'achat, c'est la définition du besoin. Et quand on définit son besoin, on l'attache au CCTP. C'est bien le professionnel qui définira le besoin. Et s'il souhaite acheter des produits bio, produits locaux, circuits courts, en y intégrant des critères de pondération, il intégrera ça dans ces cahiers des clauses techniques particulières. Et ensuite, on est dans une structure administrative et on peut intégrer aussi dans ce cadre-là, comme j'avais mis en 2008, l'intégration des produits bio, puisque la réglementation demandait de faire à l'époque 20%, et depuis ça a changé, puisque ça a aussi évolué avec, dans le cadre du PNA, le nouveau plan pour l'alimentation, les chiffres ont changé un peu, mais en tout cas, dès 2008, on voyait bien que nous avions intégré cette dimension au niveau des marchés publics. Donc je passe vite pour arriver à cahier clos, les fiches techniques. Tout ça, c'est des étapes qui sont absolument nécessaires à prendre en compte. Les fiches techniques des fournisseurs.
Ah ok, je me disais depuis le début. Très bien. L'étape 1, l'étape 2, vous voyez les fiches des fournisseurs, c'est très important. On doit travailler sur l'apport nutritionnel, la composition des plats. On doit prendre en compte la réglementation sur les additifs, sur les allergènes. Tout ça doit faire partie des démarches en amont. Et ça, c'est en fonction des documents qui nous sont donnés par les fournisseurs. Ensuite, on reçoit des échantillons. On doit voir la qualité sanitaire, la qualité hygiénique, les emballages, les étiquetages. On doit mettre des professionnels cuisiniers autour de la table pour déguster un certain nombre de produits par rapport au goût, l'aspect, la saveur. Et puis, à un moment donné, on doit faire le choix du fournisseur. Et là, c'est un choix politique qui doit être fait par le directeur d'établissement en fonction des propositions que nous faisons sur l'ensemble de ces critères. Si on continue, on voit bien que acheter, en fin de compte, je prends un exemple sur acheter une viande de bœuf fraîche à rôtir, je ne vais pas chez mon boucher acheter un rôti de bœuf, je vais d'abord définir un muscle et des critères. En même temps, je dois aussi définir une règle qui doit être respectée, les standards vétérinaires. Et aujourd'hui, on est avec la direction départementale de protection des populations, qui intègre maintenant le service vétérinaire, et on doit identifier l'origine et l'élevage. Tous ces critères-là, de toute façon, c'est réglementaire, il faut les prendre en compte dans le cadre de l'achat. Même parfois à l'hôpital, vous voyez, on a des normes AFNOR à respecter, des apports protidiques sur des lipides par rapport à des produits minés, des mixés et autres. Alors après, ça paraît brut comme ça sur la photo, mais c'est l'achat, et après, ça sera mis en valeur par les cuisiniers. On continue sur la codification, l'identification, les emballages, l'étiquetage, le grammage, la conformité, non conforme, c'est mineur, c'est majeur. J'accepte, je refuse. Donc l'ensemble le produit en ligne, en amont, il est bien quand même à un moment donné travaillé, étudié par toutes ces étapes avant que le produit arrive au niveau de la cuisine. Vous voyez bien au niveau des échantillons, les professionnels, on reprend l'ensemble de ces échantillons, parce qu'à un moment donné, ces produits vont être retenus pour des fois 2 ans ou 3 ans. C'est la définition du besoin, et ensuite on reçoit les échantillons. Et ensuite, on aura la réception de ces produits au sein de l'organisation. Vous voyez les différences, c'est là où on peut intervenir sur les critères de pondération, c'est-à-dire on doit prendre en compte une note qui doit être sur 100%, souvent on met 50% sur le prix ou 60% sur le prix, ou on met 60% sur la démarche qualité qui va se diviser sur une note de 10 points pour la valeur nutritionnelle si elle est conforme aux attentes par rapport au cahier des charges, l'aspect, la texture, le goût. C'est là qu'on peut intégrer les critères environnementaux de 5 à 10 points. C'est là qu'on va intégrer aussi les critères de pondération. On va donner des notes sur ce que l'entreprise va pouvoir nous répondre sur l'ensemble du transport, des produits à faible impact environnementaux, etc., le bilan carbone. Ils ont des documents sur la partie environnementale à remplir. Et lorsqu'ils nous proposent un produit, ce n'est pas simplement un prix, mais tous ces critères doivent être aussi donnés comme argumentation auprès de l'hôpital pour que l'ensemble de ces produits puissent être choisis. Alors maintenant, on arrive dans le concret. Faut-il, à votre avis, couper des fraises à Noël, avoir des pommeleuses de Chine? C'est ce que j'avais constaté dans mon établissement. Quand je fais un constat, on part toujours à l'analyse de l'existant. Pour aller l'existant, il faut d'abord descendre sur le terrain, rentrer dans les chambres froides, aller voir dans les magasins, discuter avec les agents, et puis se faire sa checklist et se dire c'est quoi l'existant de mon établissement aujourd'hui quand vous arrivez dans une fonction. Vous faites le constat et vous dites oui, il y a des fraises dans les menus, pas forcément à la bonne époque, les pommes ils arrivent de Chine, les tomates c'est toute l'année, la pêche, il y a des réglementations, il faut respecter aussi, à un moment donné, il y a quand même des fournisseurs qui vous donnent un ensemble d'indicateurs, à un moment donné, il faut aller chercher aussi de l'information, et puis est-ce qu'il faut consommer de la graisse de palme? Quand vous voyagez à l'étranger, comme je voyage un peu, est-ce qu'il faut continuer à faire la déforestation et de se dire dans nos pays, est-ce qu'il faut continuer à faire des frites avec de la graisse de palme? Il faut se poser toutes les questions et après on se dit oui ou non. Donc là, on peut manger différemment et à ce moment-là, après on peut construire un projet. Donc 2 actions, une action que j'ai voulu très concrète, parce que c'est celle qui vient d'être prise en compte dernièrement par rapport à des fruits frais, on est descendu sur des critères de pondération par rapport à la variété, l'origine, le pays, la région, le département. Et après on a un prix. Donc là on voit bien que lorsqu'on veut manger, lorsqu'on pose des questions aux fournisseurs et qu'ils doivent nous donner par rapport à un appel d'offres des précisions précises sur les produits, manger un melon, on peut très bien manger actuellement du melon qui vient d'Espagne, mais dès que le melon est aussi français, c'est intéressant de savoir aussi d'où il vient, quelle région, quel département, pour faire son choix. Le prix, c'est un prix. Pour moi, un prix, ça ne veut rien dire. On peut acheter une fraise de Garriguette qui est aujourd'hui à 10 €, ou une fraise Marat des Bois qui peut être à 6 € par rapport à une fraise Espagne qui est à 2 €. Pourquoi acheter à 2 € si c'est pas mangé, si ça n'a pas de goût, si en fin de compte ça ne convient pas au niveau des consommateurs? On vaut mieux en manger moins, acheter un peu plus cher, choisir un produit de qualité,
et l'intégrer au prix de revient de journée. Parce que moi, je travaille toujours à la ration, je ne travaille pas avec le prix au kilo. C'est-à-dire je peux acheter des produits qui sont en valeur ajoutée, et quand je les intègre dans mon fonctionnement et mon budget à l'année, j'ai des budgets qui sont à la journée, j'ai mes budgets à la semaine, au mois, etc. J'ai mes comptes alimentaires, donc je fais des choix. Donc là, je peux dire si je veux bien. Là, par exemple, on achète un menu charentais. Point. Entre 2 € et 2,40 €, on passe à 2,40 €. D'accord. Alors les poires, c'est pareil, il faut connaître aussi le métier. Acheter des pommes, vous pouvez passer plus loin. Soit on mange une golden, vous pouvez choisir une Melrose ou une Fuji ou une Piclavie, etc., etc. Et on voit bien que moi je suis en Sarthe, donc quand je vois les Pays de Loire, je vois la France, Pays de Loire, Sarthe, 1,45 par rapport à une golden, bah, je me dis 1,45, ok, on y va et on choisit des pommes rouges. Les cerises, en ce moment on met des cerises à l'hôpital, et les cerises, on s'aperçoit même que les patients, pour certains qui viennent d'arriver au cours des restaurants personnels, on s'aperçoit que c'est même la première fois qu'ils mangent encore des fruits, on n'en peut pas forcément acheter eux-mêmes sur le marché, parce que c'est vrai qu'on a quand même des prix qui peuvent être aussi intéressants. On peut avancer. L'action 2, donc après on a sur la partie première période était sur plutôt circuit court achat local. Si je passe sur circuit court achat local, c'est parce qu'à un moment donné, je vais rentrer aussi dans le bio, et je vais avoir les propositions bio, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir cette proposition des fournisseurs. C'est-à-dire que si je ne demande que du bio, à un moment donné, je fais que du bio pour du bio. Et pour moi, le bio s'intègre à une dimension complètement globale, et je réponds aussi aux attentes politiques qui nous disent aussi de travailler en même temps sur le circuit court et sur le local, et en même temps, j'y mets dedans l'achat bio, puisque de toute façon, à un moment donné, je vais automatiquement en mettre quand on va avoir les propositions des fournisseurs. Quand on revient maintenant à la restauration hospitalière, il y a des idées aussi qui sont reçues, alors les diététiciennes, etc. Okay, alors c'est vrai qu'on se dit, mais le vin, c'est un peu... je ne vois pas de vin à l'hôpital, mais c'est un exemple. Du vin bio possède toujours autant d'alcool, hein, donc à un moment donné, c'est pareil pour le beurre et l'huile, contient autant de lipides, et à un moment donné, c'est pas parce qu'on prend du bio que l'aspect nutritionnel est moins, non, il est identique. Alors après, je passe vite, parce que vous connaissez tous la diapo concernant 95% de produits qui doivent être respectés par rapport aux OGM, etc. Et là, on tombe après sur nos grands consommateurs, comme on parlait ce matin, c'est les restaurants personnels. Si tous les grands hôpitaux, si tous les hôpitaux commençaient déjà à rentrer dans la démarche du bio pour les restaurants, quand je vois sur mon établissement, il y a 1200, 1300 clients, 220 jours par an, ce sont des personnels qui sont des gens actifs, c'est des gens qui sont aussi dans les écoles, des jeunes, l'école de soins infirmiers, etc. Les médecins, les internes. Donc là, on a un moyen de communiquer auprès d'eux, c'est des gens qu'on peut communiquer sur la durée. Alors qu'au niveau d'un patient, sur 4 jours, pour les personnes âgées qui restent très longtemps dans les EHPAD, la communication est beaucoup plus difficile. Donc le premier objectif pour nous, c'est de communiquer au niveau des personnels et de rapporter de l'information générale sur les produits qu'on peut leur apporter au niveau des menus. Voilà les décisions qui ont été prises en fonction d'objectifs. Moi, je voulais aussi qu'on ait un projet qui soit sur la durée, qui ne déstabilise pas le marché, qui permet de rassurer les producteurs et les distributeurs. Donc, on est passé une fois par semaine sur les plats bio, et on est passé une fois aussi par semaine sur les plats complets, et tous les jours sur les produits laitiers, les produits secs, les compotes, les fruits. Voilà. Donc ça, c'est tous les jours, et ça, c'est vendu auprès du personnel. Suivante. Là, on a des plats, tous les rôtis sont gratins. Je vous ai mis les prix de vente, c'est intéressant de voir le prix de vente, vous voyez 3,34 en vente, et mon coût achat, à la moyenne, il est à 2,30. Donc je vends à 3,34, mais ça reste encore très abordable pour le personnel sur les plats qui nous sont proposés. Sur les légumes secs, c'est pareil, sauté de lentilles. Ça permet aussi aux cuisiniers de travailler sur des nouvelles fiches techniques, de retravailler aussi sur des recettes un peu innovantes, qui n'étaient pas forcément intégrées au niveau des restaurants. Le champ bio qui est présenté tous les jours avec les produits laitiers, les yaourts, les fruits, avec un prix à la vente à 0,70. Alors parfois je suis un peu perdant, c'est pas grave. À un moment donné, je n'ai pas présenté simplement, nous à l'hôpital, c'est un prix qui est 0,70 pour l'ensemble des produits laitiers et des fruits. Donc des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais c'est en fonction du prix qui est validé par le conseil de surveillance. Alors, une fois qu'on a intégré l'ensemble de ces produits, il faut se poser la question des clés de la réussite. Alors c'est vrai que répondre aux attentes, on en a parlé ce matin. Avoir un engagement, je m'engage moi-même en tant que responsable de restauration, mais j'ai aussi engagé l'établissement dans cette démarche. Et je leur apportais, avant qu'ils s'engagent, je leur apportais aussi des chiffres, des indicateurs, des tableaux de bord et la façon dont je souhaitais qu'on travaille. On a fixé des objectifs, on a tâché d'être à l'écoute aussi des contraintes, ration, marché public, nutrition, coût.
faut connaître le marché et venir vous rencontrer aujourd'hui, c'est une façon aussi de connaître encore mieux le marché. Et puis avoir une commission de menu qui met autour de la table des professionnels pour faire prendre des décisions sur le bio, circuit court et achat local. Il faut travailler, on en a parlé ce matin énormément, et je pense que quand j'ai travaillé sur le gaspillage à l'hôpital du Mans, j'ai été très moteur dans ce domaine. J'ai pu faire réduire jusqu'à 10 et 15% le gaspillage, qui fait qu'à un moment donné, ces volumes de repas qui étaient malheureusement jetés, quand on aura travaillé sur l'ensemble des fiches techniques, des grammages, sur le pain, l'ensemble de ces valeurs ont permis en même temps sur les consommables, on est revenu à des raviers, vaisselle dans les restaurants, on a mis des corbeilles, etc. On était trop loin dans le jetable. Mais toutes ces valeurs que j'ai pu récupérer sur différents comptes, je les ai récupérées en valeur ajoutée et je les ai remis dans mes achats au niveau circuit court, local et bio. Et puis il faut suivre ses budgets. Moi je suis un gestionnaire, donc je vais avoir mon tableau du gestionnaire de mes coûts. Quand on les connaît bien, on maîtrise bien ses comptes, il n'y a pas de difficulté pour trouver quelques économies et les transférer d'un compte à l'autre. Et lorsqu'on a cette vision globale du tableau de bord, on peut réussir un projet bio, achat local. Et ensuite, il faut quand même avoir le retour. Donc pour avoir le retour, il faut mettre les gens en situation, c'est-à-dire on crée des déjeuners qualité dans les unités, dans les restaurants, on met les gens autour d'une table, on leur demande de critiquer les repas qui leur sont proposés. Donc des déjeuners qualité dans les services, et on a aussi formalisé, parce qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'avoir des formations, et on leur a formalisé un guide des bonnes pratiques hôtelières sur l'ensemble de l'établissement. Donc qui permet quand même de critiquer et d'avoir des retours d'informations des consommateurs, et ça permet d'avoir sur les menus, sur les présentations, les quantités, les qualités thermiques. Parce qu'en fin de compte, donner un produit, et puis s'il est mal remis en température, il est froid, il n'est pas apprécié, vous allez travailler à l'achat, malheureusement, il y a d'autres paramètres qui font qu'à un moment donné, le produit il est apprécié parce que vous avez maîtrisé aussi d'autres actions dans le cadre d'un projet. Je passe, mais c'est pour finir sur le bien manger, ça veut dire que si vous avez travaillé sur tous ces paramètres, l'achat du produit intervient à un moment, mais il faut travailler sur l'ensemble de cette vision globale pour qu'on puisse avoir un repas qui soit tout à fait acceptable. Et souvent, on est souvent très critiqué dans les hôpitaux par lequel que le repas n'est pas bon, alors que l'ensemble de ces professionnels, qu'ils soient diététiciens, magasiniers, acheteurs, cuisiniers, conseillers et autres, ont quand même mis au jour le jour toute leur plus-value pour le bien du patient ou pour les conduits des restaurants. Normalement, on doit arriver à une action qui est le bien manger pour le bien-être. Voilà, merci de votre attention. Déjà de nombreuses années, je suis responsable des achats alimentaires au CHU de Reims. Et donc, je vais vous présenter l'origine de l'introduction des produits issus de l'agriculture biologique donc au CHU de Reims. C'est parti en fait, alors je vais vous faire déjà une petite présentation effectivement du CHU quand même, parce que ce matin on a entendu des chiffres, mais je pense que là on est passé un petit peu dans un autre monde, puisque le CHU de Reims c'est 2400 lits, c'est 7400 salariés, c'est 10 établissements donc ils sont répartis sur l'agglomération rémoise, dont 4 maisons de retraite, puisque nous avons, je vais essayer de voir si ça marche. Donc nous avons la particularité au CHU de Reims d'avoir beaucoup de lits d'hébergement, puisque nous avons 39% de lits d'hébergement, c'est-à-dire 939 lits au total. Le court séjour, ce qu'on appelle les lits actifs, représentant 1125 lits. Les soins de suite et réadaptation, donc des séjours quand même assez longs, donc 230 lits et 95 lits de psychiatrie. Pour donner encore quelques chiffres, donc nous avons 4 types de restauration. Donc la restauration des patients donc en court et moyen séjour, ce qui représente à peu près 900 000 repas par an. La restauration donc, des pensionnaires en maison de retraite, donc 600 000 repas. La restauration des enfants, 95 000 repas. Et la restauration d'entreprise qui représente 375 000 repas par an. Donc un total de 1 970 000 repas par an servis au CHU de Reims. La particularité avec ce qu'on a pu entendre ce matin ou en début d'après-midi, c'est qu'à l'hôpital, on sert des repas matin, midi et soir, 325 jours par an. Et donc c'est une donnée aussi qu'il faut prendre en compte parce que l'organisation n'est pas du tout la même, bien évidemment. La répartition
quotidienne des repas. Donc on a 3000 repas qui sont servis pour les patients, on a 2000 repas qui sont servis pour les résidents et on a donc 1400 repas pour le personnel. Alors, pour revenir aussi sur l'historique, en octobre, je pense que ça devait être en octobre 2009, j'apprends qu'il y a une loi qui est passée, donc la loi du 4 août 2009 que vous connaissez, et qui demande à l'État d'être exemplaire et que 15% des commandes en 2010 soient des produits issus de l'agriculture biologique avec le projet 20% en 2011. Et donc je suis revenue avec cette information au CHU de Reims et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Donc je suis allée voir mon directeur pour aller lui demander qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas. C'est arrivé à un moment donné où l'établissement était en cours de certification avec une part sur le développement durable et le CHU de Reims n'était pas du tout avancé dans ce domaine. Donc je dois dire que je suis arrivée un petit peu au bon moment parce que ça leur a donné un petit peu de poids dans leur dossier. Donc on m'a dit, étudiez le dossier et voyez ce que l'on peut faire et comment on peut faire. Donc dans un premier temps, j'ai réuni effectivement l'équipe de restauration, ingénieurs de restauration, responsables de production, etc., pour leur en parler, pour qu'ils ne soient pas effectivement choqués de la démarche. Et donc, on a réfléchi en disant, les produits bio sont un petit peu plus chers, on était dans une période où on était un peu limité normalement au niveau budget, donc on s'est dit, on ne peut pas faire sans avoir d'aide financière. Donc notre première demande a été de faire une demande au service financier de l'établissement pour avoir donc un budget supplémentaire qui nous a été accordé en octobre 2010. Et donc notre première commande a eu lieu en novembre 2010. Nous avons réalisé donc une étude de satisfaction en 2011. Je suis partie en formation pendant 9 mois entre 2011 et 2012, donc du coup le dossier d'appel d'offres a été constitué en fin 2012, avec une publication en septembre 2012 pour une première application au 1er janvier 2013. Un appel d'offres qui a eu lieu sur un an. Je reviendrai après pourquoi l'année d'après. En fait, on l'a fait sur 2 ans. Donc là, il est en cours sur les 2 ans. Et donc l'année prochaine, je vais continuer, si c'est bien sûr la direction m'autorise bien sûr à continuer. Et je le ferai sur des durées plus longues, parce qu'on a parlé ce matin. Effectivement, il faut qu'il y ait une visibilité à long terme. Le code des marchés ne nous autorise qu'à 4 ans, donc autrement, je ne pourrai pas aller au-delà de 4 ans, mais on essaiera effectivement d'aller sur les 4 ans. Alors, pourquoi l'établissement a voulu s'engager sur le bio? Vous verrez que sur la diapo, je n'ai pas mis le problème de santé, parce que c'est meilleur pour la santé. J'en suis moi-même convaincue que c'est certainement meilleur pour la santé. Mais à l'hôpital, la moyenne de séjour, elle est de 3-4 jours, donc on ne met pas un produit à l'hôpital bio parce qu'il est meilleur pour la santé. C'est pas parce qu'un patient va avoir des produits bio pendant 4 jours que ça va améliorer son état de santé. Sur les personnes âgées, notre moyenne d'âge, elle est aux alentours de 85-86 ans, je crois. Donc c'est pareil, c'est pas à ce moment-là qu'on va améliorer non plus leur état de santé. Donc c'est pas pour ces raisons-là, effectivement, qu'on a choisi de mettre les produits bio. C'était vraiment pour engager l'établissement dans une démarche de développement durable, d'éco-responsabilité, et puis bien sûr parce qu'il y avait cette loi, et puis parce que je pense que je suis quand même un peu diététicienne à la base, et que voilà, c'était une volonté un petit peu personnelle de pouvoir engager. Et donc notre réflexion a été quel produit bio on va choisir, parce que déjà je ne savais pas ce qu'il existait sur le marché, mais parmi la gamme qu'on va trouver, quelle va être la raison pour laquelle on va le mettre. Et très vite on s'est dit que comme on a 1000 personnes âgées et qu'on a beaucoup quand même de problèmes de dénutrition et de gens qui mangent très peu, et bien on va essayer de trouver des produits bio qui ont vraiment un aspect gustatif supérieur aux produits conventionnels. Donc ça a été notre recherche effectivement au départ. Alors au départ il a fallu quand même que je recherche effectivement
quels produits existaient, quels étaient les distributeurs, quels étaient les producteurs. Et en fait, c'était en 2010, début 2010. Et là, effectivement, c'était quand même le début du développement et il n'y avait pas énormément de communication. Et donc, il a fallu aller chercher les informations, ce qui n'a pas toujours été très facile. Heureusement, sur la Champagne-Ardenne, il y a une association qui s'appelle MBCA Manger Bio Champagne-Ardenne, qui nous a effectivement beaucoup aidé dans notre démarche, qui nous a mis en contact, donc c'est une association de producteurs, et qui nous a mis donc en relation avec les producteurs, et donc on a pu découvrir quels étaient les produits que l'on avait localement sur la région, parce que effectivement, quand je connais un petit peu l'école, mais pourtant je ne savais pas s'il y avait d'autres produits. Donc on a fait des recherches de produits, on a fait une première sélection en fait en interne au niveau de la restauration. Et puis pour je dirais, vendre un petit peu les produits dans les services, on a fait faire des tests de grandeur nature, notamment auprès de nos résidents. Parce que la première approche, lorsqu'on leur a dit on va vous mettre des produits bio, c'était on n'en a rien à faire de vos produits bio. Pour autant, après, lorsqu'on a fait goûter les produits et qu'on a montré que le produit était bien meilleur, eh bien ils nous ont dit c'est ce produit-là qu'on veut. Donc voilà, il y a vraiment un accompagnement à faire, un travail à faire auprès des consommateurs pour inciter. Contrairement à Didier Girard, notre établissement a voulu effectivement toucher toutes les populations. On a considéré qu'on était, nous CHU de Reims, déjà, la restauration était déjà là pour les patients, et donc on a voulu vraiment toucher tous les consommateurs de l'établissement. Donc aussi bien les gens en EHPAD, donc les gens en retraite, aussi bien les lits actifs, aussi bien le restaurant du personnel et aussi bien l'hôpital des enfants que l'on a chez nous. Donc chez nous, tout le monde peut avoir des produits bio lorsqu'ils les proposent. Les premiers produits bio qui ont été introduits ont été des produits qui ne nécessitaient pas en fait de transformation. Parce que très vite on s'est aperçu que compte tenu de nos process de fabrication, on n'a pas de légumerie au CHU de Reims, donc il est impossible de recevoir des légumes bruts. Donc il a fallu travailler avec les producteurs pour trouver des producteurs qui pouvaient nous transformer en fait les produits pour qu'on les reçoive ce qu'on appelle en quatrième gamme, c'est-à-dire éplucher, égoutter, éventuellement couper, cuit pour les betteraves, etc. Donc les premiers produits que nous avons introduits, ce sont effectivement les produits laitiers, le pain et les fruits. Lorsqu'on a travaillé donc, avec les producteurs, on a réussi effectivement à introduire des carottes râpées, des pommes de terre, des tomates, des betteraves, des pâtes. On a essayé effectivement la viande. Ça n'a pas été un franc succès, donc on est revenu un petit peu en arrière, mais aussi parce que la différence de coût est quand même assez importante sur la viande. À savoir que pour nous, donc, ce n'est pas des menus bio que l'on fait, ce sont des produits, des ingrédients que l'on utilise. Et donc du coup, le terme bio apparaît sur la carte repas qui est sur le plateau du patient, avec le terme bio, c'est-à-dire que si c'est une carotte vinaigrette, c'est carotte bio vinaigrette. Donc en 2010, comme nous avons commencé en octobre, ça n'a représenté effectivement que 6% de mon budget, soit environ 25 000 € sur 6 produits. En 2011, nous sommes passés à 4,3% du budget avec l'appel d'offres en fait, de la boulangerie. Comme on a un boulanger qui est près de chez nous et qui avait déjà de la farine bio, en fait dès 2011 j'ai introduit le pain bio dans l'appel d'offres de la boulangerie. Et puis donc en 2012 j'ai fait vraiment l'appel d'offres de produits bio ou autres. Et donc l'année dernière nous avons donc dépensé à peu près 4,89% de notre budget en produits bio. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. On aimerait pouvoir faire plus, mais comme on évoquait ce matin, je pense que l'introduction des produits bio, l'évolution, ne peut se faire que par palier. Et là, je pense qu'actuellement, nous sommes à un palier et qu'il est important de laisser des paliers se faire avant de reprovoquer une dynamique pour justement pérenniser ce qui est déjà fait et pouvoir réévoluer après.
l'appel d'offres, il a été constitué en faisant un allotissement qui soit le plus pertinent possible, c'est-à-dire compte tenu des fournisseurs que l'on avait, j'ai séparé le fournisseur de pommes et poires du fournisseur de tomates. On aurait pu dire on met les fruits et légumes ensemble tel qu'on le fait sur des produits conventionnels. Là j'ai séparé les deux pour qu'effectivement il y ait deux fournisseurs potentiels qui puissent me répondre. Donc j'ai fait un marché d'un an parce qu'effectivement on ne savait pas trop où on allait. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a fait des critères de sélection. Alors la première année, les critères de sélection ont été faits sur le kilométrage que parcourait le produit bio. L'année d'après, on m'a dit non, on ne peut plus faire comme ça. La première année, c'était vraiment le démarrage, donc voilà. Donc maintenant, on est plus sur le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le produit récolté et notre arrivage sur notre établissement. Donc c'est vraiment le nombre d'intermédiaires qui intervient. Ce qui fait que, comme c'est le rapport qualité-prix, ce n'est donc pas nécessairement effectivement le produit local qu'on va éventuellement avoir, parce qu'on peut très bien avoir un produit qui nous vienne de Bretagne ou des Pays de la Loire ou du sud de la France, et qui nous arrive avec un ou deux intermédiaires, de même que le produit qu'on a à côté de chez nous. Il suffit qu'il passe par une plateforme ou quelque chose comme ça, et on peut avoir le même nombre d'intermédiaires. Voilà ce que je voulais dire. Je reviens juste en arrière. C'est que pour faire notre allotissement et surtout pour évaluer le quantitatif, en fait, le CHU de Reims, lorsqu'on a défini nos produits, donc on avait une connaissance un petit peu quand même des prix qui allaient nous être pratiqués puisqu'on avait un an de recul. On a fait en fait un planning de consommation pour donner en fait des quantités. Et donc c'est un planning qui est à l'heure actuelle toujours suivi, c'est-à-dire que l'étage, c'est pas l'étage qu'il faut que je prenne parce que l'étage c'est beaucoup plus souvent. C'est les pâtes par exemple, c'est une fois par semaine sur les plans alimentaires du court séjour qui sont à raison de c'est un plan alimentaire sur 4 semaines. Sur les EHPAD, c'est des plans alimentaires sur 6 semaines et du coup c'est une fois tous les 15 jours. Donc ça a été fait en fonction aussi de la satisfaction de la clientèle et ça a été fait aussi en fonction de la faisabilité dans les unités de production. Et donc c'est maintenant quelque chose qui me sert en fait de tableau de bord aussi pour voir si les produits sont bien utilisés, bien suivis. Donc à l'heure actuelle, j'ai effectivement une enveloppe qui est toujours définie, c'est-à-dire le budget qui m'a été accordé en 2010, ce budget continue à m'être accordé. Je demande tous les ans qu'il augmente, mais là c'est la problématique des hôpitaux et là il n'augmente pas toujours. Donc nos plannings d'utilisation sont faits et puis, comme je disais Didier, nous faisons en fait un suivi de la dépense. On a un budget qui nous est alloué à l'année en restauration, et bien évidemment on doit tenir ce budget. Si on ne le tient pas, il faut le justifier. Si on arrive effectivement à faire des économies, eh bien on peut éventuellement développer. Il y a des choses aussi qui sont mises en place au CHU de Reims, notamment pareil dans l'élimination des déchets, dans d'éviter le gaspillage. Donc nous par exemple nous sommes sur une partie qui est en cuisson sous vide pour finir nos fins de chaîne de distribution, pour que justement si les produits n'ont pas lieu d'être utilisés, eh bien ils puissent être utilisés au cycle d'après. Donc ça vous surprend peut-être effectivement qu'on garde des choses pendant 3 à 4 semaines, mais ça évite le gaspillage. Donc on fait cuire une partie maintenant de notre production en cuisson sous vide pour pouvoir soit l'utiliser si on a besoin, soit l'utiliser au cycle d'après en première utilisation. Alors la gestion des approvisionnements, c'est vrai que le démarrage a été quand même chez nous très problématique parce que les producteurs locaux n'avaient pas du tout l'habitude de travailler avec des collectivités. Ils allaient vendre leurs produits sur le marché bien souvent. Donc je peux vous dire que c'est très surprenant quand vous avez
une stafette qui arrive avec la petite famille dans la voiture, le chien, et qu'on vous livre 150 kg de tomates et que vous avez des grosses, des petites, de la noire de crime et de la ronde, la longue, des cœurs de bœuf énormes, voilà. On n'est pas du tout habitué à ça dans nos collectivités, puisque nous, je dirais que on demande des tomates rondes qui puissent rentrer dans nos machines, et que là, quand on a vu le cœur de bœuf arriver et que le producteur était très fier de nous dire qu'il avait une énorme cœur de bœuf à nous proposer, et on a dit, ben oui, mais on ne sait même pas si on a un couteau dans la cuisine, alors j'exagère un petit peu, mais effectivement, le produit ne pouvait pas passer dans les machines. Donc il a fallu vraiment retravailler avec les producteurs pour leur dire effectivement quelles étaient nos problématiques, quelles étaient les leurs. Donc il y a eu vraiment des échanges pluridisciplinaires à l'intérieur de notre établissement, mais aussi avec les producteurs. On s'est déplacé, on les a fait venir sur notre établissement pour qu'ils se rendent compte du matériel que l'on avait. Je peux dire que pour vous, ça a été effectivement extrêmement surprenant de voir, nous, il n'y a pas de casserole dans notre cuisine, donc voilà, c'est toujours impressionnant. Et puis, il a fallu aussi former notre personnel pour, ne serait-ce que la réception des livraisons, avoir une pomme, par exemple, bio, et bien si elle est un petit peu piquée, ben, c'est tout à fait normal. Si elle a quelques taches, c'est un petit peu normal. Et ce n'était pas une habitude chez nous. Chez nous, il fallait que les pommes, elles aient pas de taches, qu'elles soient rondes, qu'elles aient toutes le même calibre. Voilà. On a des contraintes par rapport à nos plateaux repas, on a un espacement entre nos plateaux, et bien il faut que la pomme elle puisse passer dans l'espacement. Ça paraît tout bête, mais on est tout fiers de vous apporter une belle pomme, mais oui, mais elle ne rentre pas dans le plateau, je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est tous des échanges qu'il faut vraiment avoir pour arriver effectivement à utiliser les produits. Alors il y a quelques produits effectivement qu'on a abandonnés. Par exemple, nous on a abandonné la pomme de terre. On a un producteur régional qui nous fait de la pomme de terre. Le problème, c'est que quand vous avez effectivement une production de 1500 repas en pommes de terre, les pommes de terre qu'il nous proposait, c'était des pommes de terre qui n'étaient pas blanchies. Donc on les recevait bien en épluchées, coupées, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on ouvre le premier sac, on le met dans nos plaques, et puis que vous arrivez à la fin du nombre de plaques que vous avez à faire, vous regardez votre nom de plaque et les pommes de terre, elles sont noires. Ben oui, elles sont très bonnes, on n'en doute absolument pas, elles étaient effectivement très bonnes. Donc quand on a fait les tests, c'était des très bons produits. Mais effectivement, après, dans la technique d'utilisation, en fait, on s'est trouvé confronté à un problème. Et là, tant qu'effectivement on ne va pas trouver un producteur qui va pouvoir éventuellement nous faire de la pomme de terre blanchie, eh bien on ne pourra pas utiliser en fait de la pomme de terre. Donc pour l'instant, la pomme de terre est abandonnée. Je ne désespère pas de la remettre parce que mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser. Je dirais que pour que le système fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait de l'anticipation, de la concertation, de l'échange. Et que je pense qu'on l'a dit et redit tout au long de la journée, c'est vraiment un travail d'équipe. Ce n'est pas une personne qui peut emmener le mouvement, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe. S'il y a une personne qui freine dans tout ce chaînage, et bien effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Alors aujourd'hui, donc au CHU de Reims, on a donc toujours le pain, on a les pommes, on a les poires, on a les tomates, on a les betteraves rouges, on a les pâtes, on a tout ce qui est laitage, donc yaourt fruité, yaourt aromatisé, les fromages blancs. On a les compotes. Alors c'est pareil, ça c'était une petite difficulté au départ, puisque le producteur local faisait des boîtes de compote en boîte de 5A pour éviter les déchets. Si ce n'est que nous, en fait, on ne remet plus en barquette, donc en fait, il nous fallait des poubelles. Et donc, j'invite le producteur local à nous faire des poubelles de compote pour qu'on puisse travailler avec lui. Parce que, mais c'est de l'investissement pour lui, donc il y a réfléchi, mais actuellement, c'est encore pas possible pour lui, donc c'est un travail qui viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas encore. Donc du coup, nous n'avons pas des compotes. Donc on a introduit les gâteaux secs, avec les compotes. Et nous avons introduit le lentillon de champagne, qui aurait été dommage de ne pas le faire en champagne.
Donc les produits de demain, c'est une volonté que nous avons au niveau de la restauration. Ça serait de substituer un produit conventionnel complètement en produit bio. Type le yaourt par exemple, yaourt nature, on aimerait bien, mais voilà, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Est-ce qu'on aura bien la marchandise en temps voulu, etc. Donc pour l'instant ce sont des réflexions, c'est pas encore d'actualité. Et donc on aimerait bien pouvoir réintroduire la pomme de terre et introduire aussi la viande. Voilà, je vous remercie. Un peu le sujet, parce que je travaille le sujet avec le réseau FNAV et au sein de la commission restauration collective de la FNAV depuis pratiquement le début. Et le début, je vous dis, ça a commencé dans les années 2000, donc quand on a au sein du réseau parlé de la restauration collective, il y avait très peu de personnes qui comprenaient notre démarche. J'ai le souvenir, moi, il y a 15 ans, de gens qui se disent mais la restauration collective, vous n'y pensez pas, c'est vraiment un domaine hyper compliqué, enfin vous n'y arriverez pas, et c'est quelque chose qui n'est pas une problématique pour les producteurs. Alors donc, le réseau FNAV, donc, en deux mots, c'est à peu près 10 000 producteurs qui sont adhérents de leur structure départementale de GAB, elle-même restructurée à l'échelle régionale sous forme de GRAB, et la Fédération nationale regroupe l'ensemble des régions. Donc, une fédération de producteurs, membre fondatrice de l'agence bio. Le premier président de l'agence bio était un producteur du réseau FNAV, Benoît Canis, pour le nommer. Et voilà, notre double mission, elle est celle de défendre les producteurs bio, mais aussi de développer la bio. Nous avons tous cette volonté forte de vouloir une bio dans une autre échelle et si possible en gardant l'éthique qu'elle a eue depuis le début. Donc, comme je vous disais, le dossier de la restauration collective, c'est il y a une quinzaine d'années qu'on y réfléchit au sein du réseau FNAV. Et on peut se poser la question, pourquoi subitement, effectivement, dans les années 2000, on s'est dit, tiens, mais il faudrait travailler à développer la bio-restauration collective. Je dois vous avouer que sans doute, le premier déclic a été lié à une crise qu'il y a eu dans ces années-là. Une crise avec un manque de débouchés pour les produits bio. On était dans les années 2000-2002, c'était un peu difficile. Je vois des responsables de structures, de producteurs qui s'en souviennent de ces années-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu un mouvement de panique et il y a eu une réflexion au sein du réseau, je me souviens aux Journées d'automne en particulier, on s'est dit, voilà, il faut retrouver des nouveaux débouchés. Et donc, ça a été sans doute la première réflexion. Mais si la volonté était de trouver de nouveaux marchés, très vite on s'est aperçu et on s'est rendu compte qu'il y avait un projet très intéressant dans la restauration collective. Sans doute parce que les producteurs pensaient plus à l'époque à la restauration scolaire, et d'abord à la restauration scolaire, en se disant aller sur la restauration collective, il y a derrière ça un vrai projet éducatif. On n'est pas simplement dans la distribution de produits, mais on est vers un accompagnement pour former des jeunes, pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'est notre métier. Et donc, on a commencé à travailler sur le développement de la bio au travers d'un certain nombre de conseillers dans les régions et les départements qui étaient là pour simplement présenter, aller faire découvrir ce qu'était l'agriculture biologique. Et quand on entend ce qu'on a encore entendu aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire tomber un certain nombre de préjugés et puis aussi pour faire découvrir ce qu'il y a derrière le projet alimentaire qu'il y a derrière l'agriculture biologique. Alors donc ça a été ce deuxième projet, cette deuxième volonté a été donc le projet éducatif. On verra par la suite qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et depuis quelques années, que ça va plus loin que ça, c'est qu'on est, au travers de la restauration collective, vers un vrai développement de projets territoriaux.
et que c'est... on sent que ça répond à des préoccupations actuelles, et on voit bien à quel point ce qu'on avait commencé à entrevoir donc, il y a 15 ans devient de plus en plus une réalité et répond à une attente qui est de plus en plus pressante. Alors maintenant, quand on a des bonnes idées, il faut essayer de les mettre en pratique, et la question et la problématique que se sont posées les producteurs, c'est comment on fait pour essayer d'amener des produits bio dans les différents restaurants, qu'ils soient scolaires mais autres aujourd'hui. Et on a essayé d'aborder dès le début la question de la bio et du local, sans dissocier les deux. Quand je vous disais au tout début qu'on se donnait des difficultés, enfin qu'on se créait des difficultés en pensant à la restauration collective en bio, rajouter la problématique du bio et local, c'était en remettre une couche. Mais ça paraissait pour les producteurs bio quelque chose d'inévitable. Il fallait absolument travailler sur cet approvisionnement local et l'organisation de l'approvisionnement local. Car derrière, on sentait aussi que c'était une façon nouvelle et autre de structurer les filières. Et voilà, ça a été, nous, dès le départ, ce premier constat. On s'aperçoit aujourd'hui que le message est passé. Il est passé à tel point qu'aujourd'hui, on entend même qu'il vaut mieux avoir des produits locaux que d'avoir des produits bio. Bon, voilà, c'est sans doute une période à passer. Moi, je suis assez convaincu que cette période passera, parce que la première relocalisation, elle se fait dans le système de production. Et si vous connaissez comment fonctionne une exploitation agricole et que vous connaissez les systèmes bio, vous saurez que ce qui est fondamental dans une exploitation en bio, c'est l'autonomie fourragère, et de produire de façon autonome, c'est la première relocalisation. Donc on est assez confiant, même si aujourd'hui on voit bien qu'on peut mettre en danger un certain nombre de structures au travers de la diversification et de l'arrivée du local non bio. Donc on a à la fois travaillé sur cette idée d'animation. Comme je le disais tout à l'heure, on pensait qu'au niveau des territoires, il fallait des gens qui soient capables d'expliquer ce qu'était la bio. Mais on a pensé aussitôt qu'il fallait structurer l'approvisionnement. Et donc, dans le comment, ça a été un moment important et très fédérateur pour les producteurs de se dire on va se regrouper pour faire une offre commune au niveau de la restauration. Alors on peut dire oui, mais peut-être qu'au moment où les producteurs prenaient la place de gens dont c'est le métier, la restauration collective elle est approvisionnée, donc pourquoi pas passer par des grossistes pour faire l'approvisionnement. Sauf que à l'époque, quand on a commencé à se structurer, très rares étaient les grossistes qui s'intéressaient à l'approvisionnement en bio, et c'était pour eux rapporter de la complexité à leur métier que de vouloir mettre une gamme bio. Donc on a été, je pense que les producteurs ont été plus ou moins obligés de se structurer et de créer cette organisation afin de pouvoir permettre d'avoir une offre de produits bio et locaux en restauration collective. Alors aujourd'hui on voit ces 22 plateformes qui sont créées, 22 plateformes qui sont sous des formes diverses. L'expérience qu'on a aujourd'hui, et ce qui est intéressant quand on regarde de l'image au niveau national, c'est qu'on n'a pas de modèle qu'on a imposé au niveau national en disant c'est comme ça qu'il faut faire les plateformes. Les initiatives sont venues des producteurs, des fois des producteurs associés à d'autres types d'organisations. Mais il y a quand même quelque chose qui ressort de la façon dont on s'organise. C'est la plupart des structures sont des structures de l'économie sociale et solidaire, et en particulier une forme de coopération qui n'est pas très ancienne, car je crois qu'une douzaine d'années, quelque chose comme ça, qui s'appelle la Société coopérative d'intérêt collectif. On a été, je
assez moteur sur cette idée de construction. Parce que, justement, voyant la nécessité et voyant l'implication territoriale qu'aurait le développement de la bio et de la bio locale, on s'est dit il faut qu'on mette en place des structures qui permettent à des collectivités, par exemple, de s'associer, qui permettent d'avoir des compétences diverses et variées qui se regroupent. Et aujourd'hui, elles ne sont pas toutes sous une forme comme ça, mais on voit que ça peut fonctionner, qu'il y a des structures qui regroupent différentes compétences et qui sont certainement celles qui se développent aujourd'hui le plus. Donc, cette forme d'organisation, pour nous, elle est importante. On est aujourd'hui sur des questionnements sur la diversité. Stéphanie en a parlé ce matin. Il est clair que le projet des plateformes sur la restauration collective est forcément à mettre en relation avec les organisations de producteurs qui ont été créées par filière aussi, dans le cadre du développement de la bio depuis plusieurs années. Donc on est dans un mouvement constant de la façon dont les choses vont s'amplifier, parce que je suis convaincu qu'on est aujourd'hui vers une amplification de l'approvisionnement de la restauration collective en bio. Donc voilà à peu près les choses qui nous paraissent plus importantes. Je crois qu'on a réussi quand même pratiquement 2 défis aujourd'hui, qui était celui de considérer que la bio-restauration collective c'était possible. Je crois qu'on peut dire que même la tenue de cette journée et l'ensemble des séminaires qu'il y a, parce qu'avec Elisabeth, pour la préparation, on disait il y a déjà plusieurs choses qui se font, et on fait, nous, un colloque le 16 à Lyon sur manger bio en entreprise, et on voit qu'il y a tout un tas d'initiatives qui se créent, mais tant mieux, il y a besoin d'une multitude d'initiatives pour développer le projet. Donc je crois qu'on a réussi ce premier pari de dire qu'il était nécessaire de développer la bio en restauration collective. Je crois qu'on est en train aussi de réussir celui que la bio, elle doit se faire dans un cadre relocalisé, de relocalisation. Ce n'est pas forcément que du local, mais c'est plus sans doute une démarche de relocalisation. Moi j'ai envie d'y ajouter un 3e défi qui aujourd'hui est peut-être pas suffisamment mis en avant, mais qui va être un défi de demain. C'est que je crois qu'à côté du bio et du local, il va être nécessaire de développer une forme d'équité et de transparence dans l'organisation et la relation entre les différents acteurs. Je crois que c'est la 3e étape qu'il va nous falloir franchir. Les sociétés coopératives le permettent. Il y a plein aujourd'hui d'outils qui vont permettre de travailler là-dessus, mais on voit bien, si on reprend tout ce qui a été dit, on ne peut pas développer un tel projet sans partenariat, sans échange, sans connaissance des métiers des uns et des autres. Et ça c'est peut-être ça tout simplement le commerce équitable. C'est tout simplement un peu de transparence et puis la compréhension des problématiques des uns et des autres. Et ne plus être dans un réflexe qui existe encore trop, qui est celui de dire la seule chose qui m'intéresse c'est le prix. Et donc le prix oui, mais le prix juste et non pas le prix plus bas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la demande, après on pourra répondre à des questions. Merci. Bravo. Maintenant, on passe à Jean-Marc Lévesque, qui est l'administrateur du syndicat national des entreprises bio, le SYNABio. Bonjour. Donc pour construire ce témoignage, j'ai questionné quelques collègues qui ont des activités significatives dans ce secteur de la restauration bio. Alors, notre témoignage, puisque je vais essayer d'être fidèle à leurs propos, leurs paroles, va être sûrement en décalage avec ce que vous avez entendu aujourd'hui. Il y avait plein de réussites. Et puis il est aussi en décalage probablement avec d'autres marchés de la bio qui sont les hyper-supermarchés ou les réseaux bio. On constate que le marché de la restauration est aujourd'hui étal, bio, voire négatif pour certains acteurs, alors que le reste du marché est à plus de 10%. Ce qui nous fait nous interroger, pourquoi
il y a sûrement une baisse des budgets des collectivités qui contribuent à ce phénomène. Probablement moins d'intention dans une période post, je dirais, circulaire état exemplaire, et puis un tropisme temporaire vers le local, majoritairement non bio. Mais ce qui nous rassure, c'est que le consommateur qu'il aille en hyper supermarché ou en réseau bio, qu'il le midi où ses enfants soient en restauration ou hors domicile, c'est le même. Donc, on s'attend à ce qu'un jour, il y ait un petit peu plus de correspondance entre les circuits de consommation. Et devant ce constat que souhaiteraient nos collègues, c'est un petit peu plus de temps pour dialoguer, discuter, comprendre ce qu'il se passe, parce que nous sommes à un palier, on a nécessité de se reparler un petit peu plus pour utiliser d'autres leviers, ouvrir d'autres verrous. Voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités qui nous auraient échappé? Il y a besoin de prendre un petit peu de temps. Ce que l'on se dit, c'est que ce marché, il est potentiel, effectivement, mais attention, attention aux investissements qui pourraient être spécifiquement faits pour ce marché. Il vaut mieux essayer de mutualiser des produits, des gammes avec les autres marchés, sinon ça peut être risqué. Et puis nous ne souhaitons pas faire de compromis sur la qualité. Les deux témoignages des établissements hospitaliers tout à l'heure, je pense, renforcent ce point de vue. La qualité gustative des produits bio n'est plus à démontrer et elle peut, je pense, dans ce type de marché, être un argument fort. Donc voilà, je vous propose de lancer le débat, mais aussi d'écouter des collègues acteurs à un autre niveau de la filière, de ce qu'ils pensent de cette situation présente. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Et bien, justement, pour pouvoir partager avec les derniers intervenants, Éric Le Pêcheur, président de Réseau Co. Oui, bonjour à tous, merci de cette invitation, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Chers collègues, je trouve qu'on a bien résumé dans les présents discours la complexité du sujet. En même temps, je trouve que c'est quand même une chance de voir émerger un nouveau mode de production à l'époque où nous vivons. Je pense que, je pourrais dire à mes futurs petits-enfants, j'y étais, parce que finalement c'est peut-être aussi un peu ça, c'est une vraie problématique d'après-guerre, avec une surproduction, et peut-être trouverons un peu plus de sens dans nos systèmes de production alimentaire et pratiquement notre alimentation tout court. Donc ça c'est un vrai sujet intéressant, avec, et on le voit je pense, un véritable choix alimentaire et un choix de vie, puisque à travers les clients que nous avons dans nos restaurants de restaurants collectifs, c'est bien pour moi un choix alimentaire et un choix de vie. Alors après, où mettons ce choix, jusqu'où voulons-nous aller? C'est vrai que c'est pour nous assez compliqué de comprendre l'intérêt de chacun et jusqu'où veulent-ils mettre l'aspect financier. On a du mal à comprendre jusqu'à quel niveau ils veulent aller, mais en tout cas, ils ont le désir d'avoir du sens, de la traçabilité, de la transparence et de la sécurité alimentaire. Et donc je pense que ce produit, en l'occurrence, répond parfaitement à toutes ces demandes. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut redonner aussi du sens. Alors, tu l'as bien expliqué, Alain, on a été obligé dans un premier temps de faire émerger à travers les producteurs ces produits, parce que les gros distributeurs ou les transformateurs n'avaient pas du tout envie d'y aller. Pour quelle raison? Il n'y avait pas de demande, je ne vois pas pourquoi ils se seraient exprimés et ils auraient fait une offre en la matière. Donc je crois que l'histoire a voulu que les producteurs génèrent ce besoin, génèrent ce produit et se lancent dans cette aventure. Aujourd'hui, je pense qu'on peut imaginer qu'on peut passer dans une deuxième phase, c'est-à-dire revenir à quelque chose de plus logique et de plus pragmatique, voire de plus durable, en imaginant que nos grossistes, nos distributeurs, nos mines et les marchés de gros s'emparent
de ces produits de proximité, de ces produits bio, pour pouvoir imaginer des modèles de distribution et de transformation qui soient plus propices à une restauration durable et accessible en termes économiques, mais aussi en termes de volume. Je pense qu'il va falloir imaginer, on l'imagine d'ailleurs dans certains mines d'ailleurs, et on aura l'occasion d'en parler avec vous, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a des signatures qui vont émerger prochainement avec les grossistes et les mines et les marchés de gros pour que sur ces lieux géographiques où la restauration avec ses 3 milliards de repas passe nécessairement par ces lieux-là, et bien ces lieux-là vont se mettre au diapason pour répondre à ces besoins de volume et à ces besoins de distribution. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment, moi je trouve, la piste qui est le plus probant aujourd'hui, même si, et je ne remets pas du tout en cause les autres systèmes d'approvisionnement, je pense qu'ils se combinent. Je pense que c'est la combinaison de tout cela qui va faire la réussite de cette opération-là, et toujours avec le souci économique et budgétaire, parce que une CIF c'est quand même aussi financé par l'État, c'est financé par nous, il ne faudrait pas mettre en péril les autres modes de distribution qui existent. Et c'est tout l'équilibre que l'on doit trouver, chacun de notre côté, pour que chacun puisse vivre et ne pas effectivement générer des grossistes qui meurent au détriment d'autres. On n'est pas arrivé là, je vous l'accorde, mais l'équilibre est parfois difficile économiquement, donc je pense qu'il faut y réfléchir, et je pense ne pas privilégier l'un ou l'autre. J'achète moi-même la grosse majorité de mes produits par des grossistes et distributeurs, mais je fais aussi des achats de proximité sur le plateau de Saclay. Donc voilà, sincèrement, pour moi, c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et puis, juste pour clôturer le sujet concernant Restoco, qui est maintenant une association assez importante qui rassemble tous les secteurs de la restauration collective en gestion directe, et se fait fort aussi d'aller voir la restauration concédée pour travailler sur des sujets communs avec eux. Là, on n'a pas d'opposition particulière sur un certain nombre de sujets. Mais au demeurant, on a, pour nous, des enjeux cette année, plus que jamais, des actions de terrain qui vont être générées et qui vont permettre, à travers tous les guides qu'on a créés, tous les liens qu'on a pu faire, mais aussi tous les échanges qu'on a eus encore aujourd'hui, essayer d'aller sur le terrain pour mettre en œuvre des actions d'accompagnement, parce que je crois qu'on doit passer aussi dans cette phase-là. Je parle par exemple des drafts sur lesquels on va intervenir à la demande du ministère pour expliquer tous ces enjeux-là à nos élus. Pour certains, ils n'ont pas encore bien appréhendé tous ces enjeux et c'est compliqué. Là-dessus, je le conçois totalement. On a un accord collectif qu'on va signer probablement au Salon de l'Agriculture l'année prochaine et qui va nous permettre pour tout le segment de s'engager sur des actions d'ampleur, puisque un certain nombre ont signé cet accord, la plupart d'entre eux. Et puis le dernier point, c'est le référentiel participatif qu'on a mis avec la Fondation Nicolas Hulot en application. On est en phase de test, et ça veut dire qu'à travers ce référentiel durable, qui s'appellera d'ailleurs Mon Restaurant Responsable, on va pouvoir auditer les établissements en restauration collective sur 450 points de contrôle, et dedans il y a évidemment des marqueurs comme le bio, comme les SICO, comme les produits de proximité, local, régional. Il y a plein de choses qui vont dedans. Il y a bien sûr aussi d'autres éléments tels que le bien-être du client ou le bien-être du personnel. Il y a aussi toute la partie HPE, matériel, infrastructure, qui est à prendre en compte dans le développement durable. Et tous ces éléments-là vont contribuer à faire évoluer les structures que nous allons auditer. Avec la capacité à chacun de prendre en compte cet outil de manière participative, d'échanger avec nous, et nous on sera en capacité de les accompagner et de monter petit à petit les marches de ce référentiel pour que finalement ce soit une vraie démarche de progrès. Voilà, cet outil commence à se mettre en œuvre, on n'en fait pas trop l'écho, mais bientôt ce sera le cas, et j'espère qu'on pourra accompagner ainsi l'ensemble des structures de France en restauration collective. Voilà, merci.